avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Élodie Emo. Maman de 2 jeunes enfants avec à peine 16 mois d'écart, elle est infirmière puéricultrice avec une longue expérience en protection maternelle infantile, ce qu'on appelle la PMI. Elle va nous parler de sa profession qui est aujourd'hui pas ou peu reconnue, alors qu'elles peuvent répondre à bien des difficultés des parents. À son niveau à elle a décidé de participer au collectif « Je suis infirmière puéricultrice » et de créer l'entreprise My Jolly Family. Nous allons aborder plusieurs sujets, notamment qu'est-ce que les infirmières puéricultrices peuvent apporter aux parents, quelle est la prise en charge disponible et est-ce qu'elle a un coût pour les familles? Quand on connaît le besoin en soutien de la parentalité, pourquoi est-ce que personne ne les prescrit? Quel est le rôle aussi, justement, de la PMI dans ce parcours des parents? Qu'est-ce que la situation des infirmières puéricultrices nous dit sur la place des femmes dans la société? Avant de laisser la place à mon invité, je voudrais juste préciser que cet épisode a été enregistré en décembre 2021 et que depuis, les infirmières puéricultrices ont été reçues par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce dernier, n'écoutant que sa bravoure et son courage politique, a décidé de répondre efficacement à leur demande qui est aussi un besoin des parents et un besoin de société. En faisant une action forte, il a promis une feuille de route. Bon, après, je sais pas trop ce qu'on pouvait attendre d'Olivier Véran, mais voilà. Donc, pour le coup, vous me permettrez de dire que tout ce qui est dit dans cet épisode est toujours d'actualité et qu'il est important que les politiques se saisissent vraiment du sujet. Pour commencer cet épisode, nous allons commencer par une question tout simplement de définition. C'est quoi une infirmière puéricultrice? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, une infirmière puéricultrice, c'est d'abord une infirmière, dans 95% des cas environ, ou une sage-femme, dans 5% des cas, qui va suivre une année supplémentaire de formation, après avoir obtenu un concours d'entrée, et qui va devenir experte, qui va se spécialiser dans des soins en lien avec la petite enfance, aussi bien pour des enfants sains que des enfants malades, de la naissance aux 18 ans de l'enfant. Donc en fait, elle va suivre une formation avec une alternance de périodes de stage, d'apports théoriques, généralement sur 12 mois. Elle va acquérir des compétences assez profondes, assez pointues dans des domaines comme le développement psycho-affectif, le développement moteur, le développement somatique de l'enfant. Et ça va lui permettre d'avoir vraiment des compétences dans l'éveil, dans l'autonomie, dans la sociabilisation de l'enfant. Elle va aussi avoir des apports durant cette année en psychopathologie, en psychologie, avec des théories comme la théorie de l'attachement, ou des thèmes comme la dynamique familiale ou le soutien du rôle parental. Elle va également être en mesure d'accompagner l'allaitement. Beaucoup d'apports durant cette année là-dessus, sur les soins de développement. Et en fonction d'un institut à un autre, c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure, il y a une harmonisation qui va être nécessaire. D'un institut à un autre, il y a des spécificités au niveau des thématiques abordées. Elle va aussi étudier les différentes pathologies de l'enfant, de nouveau de la naissance aux 18 ans, et les signes cliniques associés de la naissance, donc à l'adolescence. Donc elle a aussi bien un rôle préventif que curatif, et elle dispense aussi bien des soins techniques que relationnels. Ce que je pourrais dire aussi pour ajouter et être un peu plus complète, c'est qu'elle est en mesure, à la fin de sa formation, d'évaluer l'état de santé de l'enfant, de définir des projets de soins individualisés, personnalisés, thérapeutiques, et de planifier et de prodiguer des soins. Et bien sûr, de mettre en œuvre des traitements. Elle a un rôle qui est de son rôle propre, et un rôle aussi sur prescription médicale, parfois. Donc voilà. Dernière chose, pour prendre soin d'un enfant, je dirais, et on va y revenir, c'est qu'il faut absolument prendre en soin les parents, qui sont des vrais partenaires de soins. Donc évidemment que durant cette année, elle va étudier des choses en lien avec l'enfant, mais aussi avec toute la famille dans sa globalité. Vous parlez d'allaitement, vous parlez d'accompagnement, que ce soit accompagnement des parents, accompagnement médical aussi. Pour le coup, comment est-ce qu'elle peut être utile aux parents? Puisque vous dites, on peut aussi... Enfin, elle devrait aussi, dans sa posture, s'occuper des parents. Comment est-ce qu'elle peut être utile aux parents, concrètement? Alors, juste pour revenir, elle travaille dans différents milieux. C'est ça qui est spécifique en France, puisque on en parlera peut-être après, mais dans d'autres pays, il n'y a pas ce panel si large d'endroits où elle peut travailler. Donc, elle peut travailler à l'hôpital, en clinique, dans des services comme la maternité, la pédiatrie, les urgences pédiatriques, l'oncohématologie, la néonatologie. Elle peut travailler aussi en extra-hospitalier, en protection maternelle et infantile, dans les centres d'action médico-sociale précoce.
directrice de crèche et être aussi indépendante et libérale, et j'en passe. Et dans tous ces lieux, en fait, il y a les parents voilà, mais elle a des rôles différents. Donc en fait, en fonction d'où elle va travailler, elle va pas avoir le même, comment dire, le même rôle forcément auprès des parents. Il y a quelque chose qui va revenir, c'est que si elle dispense des soins plus techniques ou si elle dispense des soins plus relationnels, si elle explique pas d'abord les choses, que ce soit les soins ou une éducation thérapeutique ou l'éducation à la santé, si elle n'inclut pas les parents de prime abord, elle pourra pas facilement prendre en soin l'enfant. Donc, comment est-ce qu'elle va être utile aux parents? Ça va être une professionnelle de santé, inclus dans un maillage professionnel, mais qui va faciliter la relation parent-enfant quand c'est un enfant sain dans différentes thématiques. Ça peut être le sommeil, l'alimentation, l'allaitement, la diversification. Et puis, quand il y a des soins vraiment et puis des pathologies, elle va accompagner en fait ce qui se passe, ce qui se vit pour la famille et bien sûr inclure le parent dans la mesure où ce sera possible pour lui et où il sera acteur de ça. Donc voilà, elle a vraiment ce rôle-là. Comment est-ce qu'elle peut aider les parents? Ça va dépendre de son milieu d'exercice, je dirais, pour répondre peut-être déjà à cette question-là. Donc ça va dépendre si c'est en hospitalier, si c'est en extra-hospitalier ou en libéral. Elle va pas exactement avoir le même rôle. Mais en tout cas, elle va favoriser la présence des parents, la compétence des parents, puisque ce sont eux les experts de leur enfant. En fait, ils ont les compétences déjà, beaucoup de compétences en eux, et en fait, la puéricultrice, c'est elle qui va venir les révéler, qui va venir guider, qui va venir accompagner. Donc voilà. Ça ressemble beaucoup à de la relation d'aide, ce dont vous parlez là. La relation d'aide, c'est une des bases du positionnement en fait de l'infirmière puéricultrice, d'être en vraie relation avec l'autre, d'être vraiment présent, d'être vraiment là, d'être congruent, c'est-à-dire d'être en adéquation avec ce qu'on peut ressentir, d'être dans le non-jugement, d'être dans la bienveillance. Ça, c'est des valeurs évidemment qui s'inscrivent dans une relation d'aide et qui sont primordiales dans le positionnement de la puéricultrice. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'inscrire en tant que sachante qui vient déverser un savoir, elle va s'inscrire dans quelque chose où elle va accompagner, guider, et puis partir des connaissances du parent, parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à tous les parents en fonction de ce qu'ils ont pu vivre, en fonction de ce qu'ils vivent, en fonction de ce que traverse leur famille et leur enfant. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc oui, je dirais que la relation d'aide, c'est pour moi la base du positionnement de la puéricultrice, peu importe les sujets qu'elle aborde, peu importe les soins qu'elle va prodiguer. Et la relation de confiance qui s'instaure, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'on sait bien que dans l'accueil, peu importe le lieu d'exercice d'ailleurs, mais dans l'accueil, dans la première relation qui va se créer, on sait que ça, c'est déterminant pour après créer un lien en fait avec l'enfant et avec sa famille. D'accord. Donc, sans parents, très difficile d'accéder aux enfants. Il faut vraiment avoir ça en tête, et je pense que c'est une des valeurs de la puéricultrice, voilà, la bienveillance et le non-jugement dans l'accompagnement qu'elle va prodiguer. Donc, si je comprends bien, elle a un vrai rôle de soutien à la parentalité aussi, en tout cas dans le sentiment de compétence parentale aussi. Tout à fait, et c'est une des revendications des infirmières puéricultrices aujourd'hui, c'est que la consultation de puéricultrice, soit instaurée dans tous les lieux d'exercice. Alors il y a déjà des endroits où c'est fait, mais c'est pas encore tout à fait reconnu. En tout cas, il y a du chemin à faire aux urgences pédiatriques, en PMI notamment. En PMI, l'infirmière puéricultrice, elle va accueillir la famille très tôt. Des fois, elle voit des bébés qui ont quelques jours. Elle va peser l'enfant, elle va observer son développement, elle va venir soutenir la relation précoce de l'enfant et ses parents. Elle va de nouveau venir donner des conseils en partant des demandes des parents, que ce soit sur l'allaitement, l'alimentation ou le sommeil, l'éveil et puis bien d'autres sujets qui sont en lien avec les demandes des parents. Et donc ça s'appelle une consultation de puéricultrice, puisque à ce moment-là, au-delà du développement somatique, au-delà du développement de l'enfant et de la relation, elle va venir soutenir la parentalité. Elle va venir renforcer, se mettre dans un des maillages professionnels. Donc en PMI, ça existe déjà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de reconnaissance de ces consultations, pas suffisamment. Et c'est une des revendications du collectif Je suis infirmière puéricultrice notamment, mais aussi de l'Association nationale des infirmières puéricultrices, c'est qu'il y a une sorte de nomenclature que l'État se positionne par rapport à ça, puisque que ce soit en pédiatrie, que ce soit dans d'autres services hospitaliers ou extra-hospitaliers, il y aurait nécessité que ce soit reconnu et que justement ça devienne quelque chose de plus automatique, de plus facile, plus facilement accessible pour les parents. C'est quelque chose qui est remboursé ? Alors,
Non, aujourd'hui, c'est pas remboursé parce que non reconnu. En PMI, ça s'inscrit dans un suivi, dans les tâches que font les infirmières puéricultrices. Mais par exemple, hein, il y a eu quelque chose qui s'est fait récemment avec le gouvernement, c'est que ils ont voulu instaurer les consultations postnatales précoces pour la dépression du postpartum qui va se passer entre la 4e et la 8e semaine de vie. À la base, dans le projet de loi étaient présentes les sages-femmes, les médecins et les infirmières puéricultrices. Et les infirmières puéricultrices ont été retirées de ce texte de loi. Donc, on le déplore évidemment puisqu'on a toutes nos compétences. On est experte dès la naissance de l'enfant. Et donc, voilà. Donc, c'est pas reconnu. Il y a une non-reconnaissance. Dans les faits, en fait, les infirmières puéricultrices, certaines peuvent se mettre en tant qu'infirmières puéricultrices libérales si elles ont exercé 2 ans dans les 6 dernières années en hospitalier. Et sinon, les autres doivent se déclarer, entre guillemets, comme consultantes en parentalité, ce qui est déplorable, pour exercer et prodiguer des consultations de puériculture en lien avec son exercice. Il y a aussi un statut qui est le libéral non conventionné, mais en tout cas, il n'y a pas de cotation, il n'y a pas de reconnaissance de ces consultations encore aujourd'hui. Il n'y a pas non plus donc de tarifs Il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de fixés, quoi. tarif. Et Ouais. ce qui est dommage et ce qui est déplorable, c'est que le besoin est tellement immense de soutien à la parentalité. On sait que voilà, il y a en fait, si je peux faire un petit rappel historique, mais il y a eu des choses qui ont évolué dans les années 90, hein, avec la charte de l'enfant hospitalisé, avec la Convention internationale des droits de l'enfant, 86 et 89 respectivement. Et en fait, là, ça fait 30 ans, donc on a cheminé. Des lois apparaissent comme l'interdiction des violences éducatives ordinaires en 2019. Donc on vient, comment dire, mettre des injonctions, ce qui est bien, parce qu'à la lumière des neurosciences, on sait maintenant l'impact de l'éducation sur le développement psychomoteur et affectif de l'enfant. Mais en fait, on caresse le sujet au niveau de l'accompagnement qu'on vient apporter aux parents. C'est-à-dire qu'on dit aux Eh parents, oui. voilà, il faut faire ça, 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 ça. Donc, ce qui est beaucoup d'injonctions pour les jeunes parents. C'est déjà difficile d'être parent et c'est encore plus difficile d'être parent aujourd'hui puisqu'il y a des nouvelles règles et que ces parents-là eux-mêmes n'ont pas reçu dans leur sac à dos forcément ces choses-là. Donc en fait, là, le gouvernement, il doit avoir un rôle d'impulsion. Alors il commence, il fait des choses, voilà, on voit avec le rapport de la commission des 1000 premiers jours, mais je le rappelle, pas d'infirmières puéricultrices expertes dans le rapport de la commission des 1000 premiers jours, ce qu'on déplore. Et on se dit là, en fait, c'est bien, il y a des petites choses qui se mettent en place, mais il faut aller plus loin, il faut aller bien plus loin. On voit avec l'allongement du congé paternité, c'est un début, mais je veux dire, pour que les choses bougent, l'enfant, c'est l'adulte de demain, c'est lui qui va faire la société de demain. Il faut aller plus loin, il faut impulser les choses bien plus loin qu'aujourd'hui. Et on sait que dans les 2 premières années, les parents, il y a un parent sur 2 qui dit qu'il a besoin de plus de soutien à la parentalité. C'est classé enfin, ça a été démontré par un diagramme, d'ailleurs, dans le rapport de la commission des 1000 premiers jours. Hein, il y a un lâchage à la naissance de l'enfant que les parents ressentent. Donc le besoin, il n'est pas approuvé, il est énorme, il est immense. Et après, là, l'infirmière puéricultrice, elle a un diplôme d'État. Donc son nom l'indique, c'est un diplôme d'État. Donc c'est à mon sens, au gouvernement de porter, d'impulser les choses et pour aller plus loin dans le soutien à la parentalité. Le diplôme d'infirmière puéricultrice, il n'a pas été revu. Et ça, on bataille pour qu'il y ait une masterisation, que les choses soient revues depuis 1983. D'accord. Et puis c'est vrai que, faut-il le rappeler, c'est aussi le secteur du soutien à la parentalité, puisque c'est un vrai secteur, il y a un marché, on peut le dire, c'est pas un gros mot. Mais il y a aussi à boire et à manger dedans, et ça serait peut-être l'occasion aussi de réglementer un petit peu cette activité. Tout à Ça, fait. c'est un avis personnel, hein, mais Ah ben, que je partage totalement. C'est vrai que le besoin, il est tellement grand et on peut pas. Voilà, il y a beaucoup de consultants en parentalité. Il n'y a pas de tarification, donc il n'y a pas de limite. Donc on va se retrouver avec des consultations sommeil et allaitement à 200 ou 300 euros les 2-3 séances, et voire plus. ouh, Ouais. bien plus quand même, hein. Et bien plus. Et bien plus. Moi, donc c'est embêtant, c'est vraiment très, très embêtant qu'il n'y ait pas de réglementation, puisqu'on est quand même, ça devient, enfin voilà, l'éthique, on se pose des questions d'éthique, quoi. Il y a un besoin de santé publique énorme, on sait les répercussions que ça peut avoir, hein. Je rappelle, la dépression maternelle aujourd'hui, c'est la 2e cause de mortalité des femmes en France, après les pathologies cardiaques, donc c'est pas rien. Et
on n'est pas assez acteur dans les solutions qu'on met en place. Enfin, à mon sens et au sens du collectif Je suis infirmière puéricultrice, en tout cas aujourd'hui. Et la solution est là. En tout cas, une des solutions est là, puisque l'infirmière, elle s'inscrit vraiment en partenariat, en coordination avec tous les partenaires déjà existants. La sage-femme, elle intervient en postpartum immédiat avec des choses comme le Prado, où elle va suivre un petit peu la maman. Après, il y a le relais du pédiatre tous les mois. Sauf que les pédiatres, on le sait, dans certaines régions sont débordés. Ils n'ont pas le temps de répondre à toutes les questions des parents. Ça devient compliqué pour eux, et les généralistes aussi. Et là viendrait de manière évidente s'inscrire des consultations de soutien à la parentalité tarifées, nomenclaturées. Et donc voilà. Je précise par rapport au fait d'évoquer la dépression du postpartum et le suicide maternel que quand vous dites la deuxième cause, je vais juste me permettre de Oui. rappeler les chiffres. Les maladies cardiovasculaires, c'est 14%, et la deuxième cause, elle est juste derrière, hein, c'est 13%. N'allons pas croire que c'est la deuxième cause, mais qu'elle est loin. Non, 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 elle est très, très prégnante. C'est un gros sujet de santé publique. Je vous remercie de l'avoir évoqué. Comment cette profession elle est perçue socialement déjà, et dans un deuxième temps après aussi par les autres pros de santé? Parce que moi on m'a jamais parlé, le pédiatre m'a jamais parlé d'infirmière puéricultrice, quoi. Elle est peu connue des autres professionnels de santé. Je dirais que c'est son champ de compétences. C'est-à-dire qu'ils vont déjà avoir entendu le mot, le terme, puisque certains ont pu être amenés à travailler avec elle en secteur hospitalier, mais ils connaissent pas son champ de compétences. Et là, ça vient poser souci, enfin pas tous en tout cas, et assez mal. Mais je dirais que peut-être les infirmières puéricultrices, on a eu notre part de responsabilité, hein. On a peut-être été trop passives, on s'est peut-être pas assez montré, on s'est peut-être pas assez battu pour défendre nos champs de compétences. Et les parents ne la connaissent pas. Ils la confondent avec les auxiliaires de puériculture, ils la confondent avec les assistantes maternelles. C'est une profession qu'ils connaissent peu. Donc, aujourd'hui, on essaie de faire passer des messages de sensibilisation envers le grand public et envers les politiques, puisque je parle des professionnels de santé qui connaissent mal l'infirmière puéricultrice, mais il y a aussi les politiques qui connaissent pas non plus son champ de compétences. Ah bah oui. En fait, elle est peu connue de tous. Donc c'est vrai qu'il y a différents champs à venir creuser, mais on essaie, en tout cas en ce moment, par des infographies assez simples, hein, de montrer, l'infirmière puéricultrice, elle peut travailler dans tel endroit. Vous la rencontrez régulièrement, mais vous savez pas que c'est une infirmière puéricultrice. Pour que le grand public se familiarise avec son champ de compétences. Et puis les politiques aussi, on essaie de les sensibiliser à ça. Les autres professionnels également, avec des projets à l'échelle régionale, et puis avec des partenariats qui sont créés avec des réunions d'échange où on vient réexpliquer nos compétences, puisque les professionnels eux-mêmes, les sages-femmes et les pédiatres notamment, expliquent qu'il y a un grand besoin, en effet, et que parfois, la PMI, ça touche environ 15% des familles en France. Donc la PMI, moi j'y ai travaillé pendant 8 ans, c'est un service public qu'il faut préserver, qu'il faut renforcer, mais il ne va pas pouvoir à lui seul répondre aux besoins de la population. Il y a 85% des parents qui ne vont pas en PMI. Comme il y a des sages-femmes de PMI et des sages-femmes libérales, il peut y avoir des infirmières puéricultrices de PMI et des infirmières puéricultrices libérales. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Mais en fait, la PMI, elle couvre pas tous les besoins de la population, mais par contre, au sein de la PMI, on travaille en pluridisciplinarité. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un lieu où les sages-femmes, les pédiatres, les auxiliaires de puériculture qui travaillent en PMI, eux travaillent vraiment en maillage. Et donc là, c'est des professionnels qui, eux, connaissent bien les compétences de l'infirmière puère, puisqu'ils travaillent avec elle au quotidien. Et j'en profite aussi pour préciser que la PMI a aussi souvent mauvaise réputation chez les parents. Ce n'est pas un lieu où on va vous voler vos enfants, où c'est pas un lieu où on dénonce. Il y a une mission de protection qui est là, bien sûr, mais malheureusement, c'est assez peu connu. C'est aussi un lieu d'accueil, un lieu de conseil, un lieu d'accompagnement, un lieu pour souffler aussi. Je tiens à le dire, où on peut, on peut souvent se poser et mine de rien, il y en a plus qu'on pourrait le penser près de soi. Et donc voilà, je peux que inviter les parents et futurs parents à se renseigner, à ne pas avoir peur de la PMI, malgré ce qu'on peut en penser des fois.
Il y a Et quand même je quelque chose qui... Oui, Si oui, je peux me allez-y. permettre juste de rajouter, en effet, moi j'y ai travaillé 8 ans. En fait, elle a mauvaise réputation, alors qu'en fait, c'est des conseils qui sont prodigués et des choses plutôt très positives pour les parents, avec parfois des consultations à domicile, avec du temps accordé aux parents. Donc oui, il ne faut pas hésiter à aller en PMI. Il y en a dans toutes les villes, normalement. Dans presque toutes les villes, il y a des PMI. Tout à fait. Mm. Euh, je peux pas m'empêcher de me dire que, quelque part, c'est une profession qui est quasiment exclusivement féminine, d'accord? Mhm. Et je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que, encore une fois, socialement, euh, au niveau de la société, de la politique, est-ce qu'encore une fois, on n'est pas dans une profession qui s'occupe du care, donc du don de soins, et donc une profession qui est plus féminine et qui est donc considérée comme moins utile, donc avec moins de reconnaissance sociale et politique. Entièrement d'accord, je confirme. Donc une profession, il y a 22 000, environ 22 000 infirmières puéricultrices en France, donc 14 000 qui travaillent environ en hospitalier, 6 000 en extra-hospitalier et 1 000 à peu près en libéral aujourd'hui. 98% de femmes, spécialité la moins payée en France. Et D'accord. je pense qu'en effet, le lien sociétal est évident. J'ai entendu un politique dire dernièrement que les femmes choisissaient leur profession. Moi, je ne pense pas. Je pense que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'hommes? Alors, dans ce métier-là et dans d'autres métiers, hein, moi, je forme les auxiliaires de puériculture, c'est pareil, hein, c'est 98% de femmes. On peut se poser la question. Moi, je pense qu'il y a quand même une société patriarcale qui a... Enfin, en tout cas, de manière un peu inconsciente, hein, mais il y a une sensibilité... Enfin, en tout cas, il n'y a pas de... Comment dire? Dès la petite enfance, je pense qu'il y a un conditionnement pour les filles à se conditionner vers ce type de métier-là. Et le fait qu'il n'y ait que des femmes dans cette profession, je pense, je disais, on a peut-être été trop passive. Faut pas oublier, hein, à la base, les infirmières, c'était des bonnes sœurs. Il y avait toute cet imaginaire de passion, de vocation, limite de bénévolat, hein, à choisir ce type de profession. Et l'infirmière puéricultrice, elle est soignante. Et en plus, elle s'occupe d'enfants et des parents. Moi, je me rappelle d'une réflexion qu'on m'a faite un jour. J'habitais en région parisienne et j'avais donc une connaissance qui travaillait dans le marketing ou dans le commerce, je sais plus. Et je travaillais en PMI et il m'avait dit: alors ça va, t'as changé des couches toute la journée aujourd'hui? Oh là là. Voilà. Et je m'étais dit, alors il avait dit ça en blaguant, mais il blaguait pas tant que ça en fait. Il blaguait pas tant que ça. Et donc voilà. Et j'ai une autre personne qui était pas du tout de milieu qui m'a dit: ah, donc du coup, tu gardes des enfants, c'est ça? Donc voilà. Donc il y avait cette notion d'associer déjà, même quand on est assistante maternelle ou auxiliaire de puériculture, on ne garde pas des enfants, on s'occupe d'eux, on prend soin d'eux. Donc c'est toute cette notion de garde et de termes un peu péjoratifs pour s'occuper des enfants qui est dérangeant déjà. On s'occupe d'eux, on prend soin d'eux et déjà il faut revoir le vocabulaire qu'on utilise. Donc oui, le fait qu'on soit 98% de femmes joue évidemment dans la position sociétale qu'on a aujourd'hui, dans le manque de reconnaissance qu'on a aujourd'hui et j'espère que ça va changer, très honnêtement. Vous parlez d'un collectif qui s'appelle Je suis infirmière puéricultrice. Alors, c'est quoi ce collectif? Il sert à quoi? Et comment il est arrivé là? Alors, ce collectif, il est né il y a un petit peu plus d'1 an sur les réseaux sociaux. Il est né du rapport de la commission des 1000 premiers jours où là, il y a une sorte de soulèvement face à la non-présence des infirmières puéricultrices dans ce rapport. Et donc, il y a eu l'union de professionnels qui voulaient faire entendre leur voix pour porter la santé des enfants. Je ne l'ai pas assez dit. Ce qui est important pour les infirmières puéricultrices, c'est de mettre au cœur de la société l'importance de la santé des enfants. Et ça a été un vrai déclencheur aussi dans ce mouvement. Et le but de ce mouvement, c'est de sensibiliser le grand public, les politiques, les différents professionnels de santé, de faire bouger les choses, de faire connaître notre profession. Il y a deux puéricultrices, Nadège, Un amour au naturel, et Alexia Parlons Bambin, qui ont fait une action aussi dernièrement pour sensibiliser sur les réseaux sociaux aussi. Et le collectif en a fait plusieurs, on a fait des actions choc pour essayer de dire qu'on était une ressource en fait pour l'État et qu'il s'appuyait pas sur nous et qu'il allait falloir le faire parce que le besoin était immense. Donc vraiment le but premier, voilà, c'est ça. Après on travaille en partenariat évidemment avec l'Association nationale des infirmières
des infirmiers puériculteurs, donc la NPDE. On travaille en collaboration avec eux pour faire bouger les choses. Donc, il y a des tas d'actions qui sont mises en place, hein. Par exemple, on va à des conférences pour sensibiliser sur des sujets comme le bébé secoué, la mort inattendue du nourrisson. Il y a des choses qui sont mises en place très régulièrement. Mais voilà, le but premier de ce collectif, c'est de sensibiliser, de se faire connaître, de faire du bruit. On nous a dit, vous faites pas assez de bruit. On nous a dit ça, il y a des médecins qui nous ont dit, vous ne faites pas assez de bruit. Et on a des difficultés, donc merci mille fois de nous donner la parole aujourd'hui, parce que c'est ça aussi qui est difficile, c'est de réussir à avoir une place dans l'espace public quand on ne nous en laisse pas, qu'on frappe aux portes, qu'on rentre par les fenêtres, mais que voilà, les choses restent difficiles encore aujourd'hui. Donc on se bat pour plusieurs choses importantes, pour qu'il y ait la consultation des infirmières puéricultrices dans tous les lieux d'exercice. On se bat pour qu'il y ait une loi sur le cursus et qu'il y ait un changement au niveau enfin voilà, qu'on revoie en tout cas ce texte qui n'a pas été revu depuis 1983. On se battait notamment pour une masterisation en 2 ans, puisque les apports sont tellement riches qu'il faudrait que ce soit mis sur 2 ans. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'en France aujourd'hui, depuis 10 ans maintenant, les infirmières, donc quand on fait la formation d'infirmière sur 3 ans, il n'y a plus aucune obligation d'avoir ce qu'on appelle des unités d'enseignement en pédiatrie. Pour faire très simple, une infirmière qui fait 3 ans d'études, elle a parfois dans certains instituts qui font ce choix-là, 0 apport sur l'enfant, et elle peut commencer sa carrière en néonatologie, en maternité ou en pédiatrie. Et ça, pour nous, c'est choquant. Et on se bat aussi pour qu'il y ait un ratio au moins IPDE, IDE dans les services et qu'il y ait un minimum d'infirmières puéricultrices dans les services où il y a des enfants. En effet, c'est assez choquant. En tout cas, ça m'interpelle là d'entendre ça. Ouais. Vous dites en France. En France, c'est comme ça. Comment ça se passe ailleurs pour les infirmières puéricultrices? Alors, il y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent des infirmières puéricultrices dans d'autres pays. Parce qu'en France, elle a un panel large hospitalier, extra-hospitalier, avec vraiment des compétences transversales. On ne va pas retrouver ça. Par contre, alors, à l'échelle européenne, dans 3/4 des pays, les infirmières ont des unités d'enseignement en pédiatrie. Ça veut dire qu'en France, on fait partie du quart qui n'en donne pas. Et dans beaucoup d'autres pays, donc je prendrais comme exemple l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni aussi, il y a une masterisation avec une universitarisation des études. On va retrouver en Belgique une obligation d'avoir une certification, en tout cas voilà, des apports spécifiques pour travailler en néonatologie. Donc ça, c'est important quand même. Par exemple, c'est un pays où, voilà, pour aller s'occuper de bébés prématurés, c'est obligatoire d'avoir des apports spécifiques là-dessus, ce qui paraît quand même évident. Donc, à l'échelle européenne, ça se passe comme ça. À l'échelle plutôt, donc au Royaume-Uni, c'est un peu comme en Italie, au Portugal et en Espagne. Pour prendre le modèle américain, c'est encore différent. Parce qu'aux États-Unis, en fait, elles peuvent faire une spécialisation pour devenir des nurses pédiatriques et travailler là dans les services hospitaliers. Et puis, il y a une deuxième chose, donc là, pour devenir infirmière praticienne, et donc là, travailler dans une sorte, ce qu'on apparente à de la santé publique en France, mais pas que forcément en lien avec les enfants, mais là, elles doivent faire une année supplémentaire. Et là, quand elles deviennent infirmières praticiennes, elles vont pouvoir faire des soins primaires, des soins d'éducation à la santé, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont reconnues. Moi, je pense que pour avancer, il faut prendre un petit peu de chaque pays. Il y a plein de pays où il y a des choses qui sont mieux qu'en France, et je pense qu'on a des modèles à suivre. Après, il n'y a pas de modèle type dans le monde où il y a une reconnaissance des infirmières puéricultrices. Au Canada, par exemple, on sait qu'il y a les infirmières en périnatalité, mais elles vont être centrées sur, dès la grossesse d'ailleurs, et puis autour de la naissance et dans les premières années. Alors que l'infirmière puéricultrice, voilà, ça s'échelonne de la naissance jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses qui sont en train d'être discutées là au moment où nous sommes en train de parler. Il y a des choses qui avancent puisque je pense que les politiques se rendent compte de l'urgence, de l'intérêt de faire bouger les choses. Mais ça va encore trop doucement à notre goût. Donc je précise qu'on enregistre cet épisode le 22 décembre 2021, qui sortira dans le premier trimestre 2022. Et donc peut-être que je me ferai un ajout d'ici là. Il y a un rapport de l'IGAS qui est sorti en juin, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est sorti en juin 2021, qui prône clairement, avec des recommandations, le développement de la consultation des puéricultrices en ville en collaboration avec les médecins et aussi dans d'autres lieux d'exercice. C'est écrit noir sur blanc.
Donc voilà, donc il y a le rapport de la commission des 1000 premiers jours qui pointe un besoin énorme en soutien à la parentalité des parents. Il y a un rapport qui pointe la nécessité de développer les consultations des puéricultrices en collaboration avec les médecins. Voilà. Il y a toutes les preuves en fait factuelles, tous les éléments sont là pour pouvoir avancer. Après, il faut inclure des partenaires, il faut que les choses bougent, il faut que voilà. Je pense qu'il faut remettre au cœur l'intérêt de la santé de l'enfant, quoi. C'est quand même elle a évolué sa place, mais pas suffisamment encore pour que, à mon sens, on y mette plus de moyens. En tout cas, j'espère vraiment que les choses vont bouger parce qu'on a du retard. On a clairement du retard. Et autre chose que j'ai pas dit aussi, c'est par rapport à la rémunération. Il faut savoir qu'en France, on rémunère pas bien les soignants. Et ça témoigne aussi de l'état sociétal. Moi, je pense que le futur, les grandes sociétés, une grande société, ça prend soin des plus fragiles et les enfants, c'est une population qui est fragile. Et je pense que voilà, la croissance, elle peut pas passer sans prendre en compte davantage la santé des enfants et la santé des familles. Je suis tout à fait d'accord. Alors sur les rapports, moi je suis pas très optimiste sur ce que va faire ou pas en tout cas ce gouvernement. Mmh. Parce que l'exemple du congé paternité m'a tellement marqué. Je rappelle juste que sur ce sujet-là, on avait un rapport de l'IGAS en 2018 qui recommandait 6 semaines, et tout ça finançable, hein, bien sûr. Mmh. Le rapport des 1000 premiers jours qui recommandait 9 semaines, et au final, il y a eu 4 semaines. Mmh, mmh, mmh. Donc, on sait que ce gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux de société, du moins, de santé et de soins. Donc, je pense que ça serait intéressant d'en faire un sujet présidentiel, Je suis en tout tout à cas. fait d'accord. Et, Je pense que ça va être enfin, il y a ce le sera peut-être. Je peux pas en dire plus pour le moment, mais ce le sera peut-être. mais On espère. justement, ça Mmh. rejoint ma dernière question qui est: quelles sont les solutions sociales et politiques là pour que ça avance et que ça avance vite et bien? Vous vraiment, si vous aviez, allez, 3-4 revendications claires à passer, ça serait quoi? Les 3-4 revendications claires, donc c'est, la reconnaissance de la consultation de puériculture dans tous les lieux d'exercice pour permettre aux parents, c'est-à-dire qu'un parent qui va avoir un enfant demain va pouvoir bénéficier et pas dans la limite de quelques mois, puisqu'on sait qu'après, les 2-3 premiers mois, on peut avoir énormément de questions. Donc qu'il y ait des séances qui soient remboursées pour tous les parents. C'est-à-dire que ça devienne un droit en fait de soutien à la parentalité. Au niveau des infirmières puéricultrices, qu'il y ait une refonte du référentiel de champ de compétences et que dans les services où on s'occupe d'enfants, il y ait un minimum d'infirmières puéricultrices qui accompagnent au moins les infirmières d'aujourd'hui, les plus jeunes, puisque les plus anciennes avaient quand même évidemment des enseignements en lien avec la pédiatrie, mais qu'elles soient accompagnées et qu'elles soient formées au démarrage et pas laissées comme ça. Un enfant, Mmh. c'est pas un adulte miniature. Voilà. Si on donne pas les clés, en fait, si on donne pas les clés aux soignants et aux parents, comment est-ce qu'on veut qu'ils fassent différemment? Comment est-ce qu'on veut qu'il y ait plus de cris, plus de fessées? Il faut donner les clés. Si on donne pas les clés, et de manière, soutenante et de manière, continue, il y aura pas un changement sociétal profond. Et pour revenir sur le congé paternité, c'est un sujet, hyper féministe puisque du coup, on sait que c'est au démarrage quand il y a une sorte d'osmose qui se crée entre le papa et la maman, que les interactions au niveau des soins, que les liens se créent. Donc c'est hyper important qu'il y ait une bulle au démarrage et qu'il soit le plus long possible. Donc 4 semaines, c'est pas encore suffisant. C'est sûr. Merci beaucoup, Élodie Emo, Merci beaucoup pour Cédric. toutes ces précisions. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.